Merci beaucoup l'introduction. Je vais juste faire une petite correction de maîtrise. Ah, de maîtrise. Je vais prendre le mérite d'avoir fait mon doctorat. OK. On m'a fourni la mauvaise information. Merci beaucoup l'introduction. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des travaux qu'on a faits sur l'impact de l'organisation des soins en néonatologie, particulièrement l'association entre les heures supplémentaires infirmières, les ressources infirmières et le taux d'occupation à l'unité sur le risque d'infection nosocomiale. Des travaux qui ont été faits sous la direction du professeur Régis Blais et du professeur Bruno Pébeuf, qui lui est à l'Université Laval, et avec les affiliations qui sont ci-dessous. Donc, juste en termes de conflit d'intérêt, aucun des chercheurs ont de conflit d'intérêt potentiel ou réel par rapport au projet et aux résultats que je vous présente. Par contre, les travaux présentés aujourd'hui ont été effectués grâce au support avec du Fonds de recherche en santé du Québec et des IRSC. Donc, les unités de soins intensifs néonataux au Canada, pourquoi on en parle? En fait, on parle de 30 unités dans le pays, mais qui accueillent en moyenne annuelle 16 700 nouveau-nés par année. Ces nouveaux-nés-là et ces unités-là consomment plus de 30 des ressources financières dédiées à la pédiatrie au Canada. Donc, c'est ce qu'on appelle des high resource users dans le réseau de la santé. La clientèle qui sont accueillis dans les unités de soins intensifs néonataux, en général, on parle de prématurité, donc tout bébé qui est né de moins de 37 semaines, allant jusqu'à l'extrême prématuré, donc un bébé qui peut naître à 24-23 semaines. On parle des nouveau-nés qui sont atteints de malformations congénitales majeures, des nouveau-nés qui ont des anomalies génétiques et des nouveau-nés qui ont des maladies métaboliques, ou même des bébés qui sont asphyxiés à la naissance. Donc, ce sont des nouveau-nés qui sont excessivement vulnérables. Puis, dans la qualité des soins ou dans l'évaluation des soins, une des complications qui peut être prévenue dans la prise en charge de ces nouveau-nés-là, c'est les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales affectent plus de 5 des nouveau-nés admis dans les unités de soins intensifs néonataux. Et ça a des conséquences drastiques sur le court, le moyen et le long terme de ces nouveau-nés-là. Particulièrement, ça augmente la durée d'hospitalisation, ça augmente les coûts directs et indirects des soins, ça augmente le risque des morbidités à court terme hospitalières et ça augmente aussi les risques de déficits neurodéveloppementaux à long terme pour ces enfants-là. Et j'omets de dire que ça a des conséquences aussi pour le stress familial et l'unité familiale que son enfant qui subit une infection à ce moment-là. C'est pour ça que la réduction des infections nosocomiales sont une priorité de santé publique et de qualité de soins pour les nouveau-nés. Dans les modèles d'évaluation de la qualité de soins, en fait, il y a le modèle conceptuel de Donabedian qui, en fait, fait une relation entre l'organisation des soins, donc le volet structurel, les ressources, avec le volet processus de soins et le volet résultats de soins. Donc, dans ce contexte-ci, on peut voir les résultats de santé comme les infections nosocomiales. Dans la réalité de la structure des soins aux soins intensifs néonataux, il y a 3 variables avec lesquelles les administrateurs gèrent régulièrement. La première sont les heures supplémentaires infirmières qui ont été démontrées dans de la population adulte, mais pas en pédiatrie ni en néonat, qui étaient associées avec un risque augmenté d'accidents-incidents sur les unités et qui avaient aussi une possible association sur les risques d'infection nosocomiale dans les unités adultes. Les ratios infirmières-patients ont été associés au risque d'infection dans les soins intensifs néonataux aux États-Unis, mais aucune étude n'a évalué le contexte canadien, qui est un contexte organisationnel très différent. Le taux d'occupation était associé au risque de mortalité aux soins intensifs au Royaume-Uni, où est-ce qu'ils ont démontré où est-ce qu'une unité qui était à 100 de capacité avait un taux de mortalité 2 fois plus élevé qu'une unité qui était à 50 de capacité. Et il y avait d'autres études qui ont démontré qu'il y avait une association avec le risque d'infection en médecine interne. Donc, quand les unités avaient un plus haut taux de roulement, un plus haut taux d'occupation, le risque d'infection augmentait. C'est pour ça que l'objectif de ce projet-ci était de déterminer les impacts des heures supplémentaires infirmières, des ratios infirmières-patients et du taux d'occupation sur le risque d'infection nosocomiale à l'unité de soins intensifs néonatales. Donc, comme méthode de recherche et de devis, ce qu'on a utilisé, c'était une étude rétrospective sur base de données. On a utilisé une approche de recherche expérimentale avec un devis corrélationnel. On a choisi une unité qui était représentative des autres unités, donc une organisation similaire en termes de capacité d'accueil, donc une unité de 51 lits, qui est l'unité du CHU de Québec. Et cette unité-là a en moyenne 20 à 30 infirmières par quart de travail, ce qui représente environ 120 infirmières à temps plein ou à temps partiel, et dont la majorité, donc 70 ou presque, font des quarts de 8 heures. Donc, en termes de population et d'issue, l'échantillon était non probabiliste accidentel, basé sur 2 critères, c'est-à-dire le choix d'unités qui était représentative des autres, donc une unité qui a environ 1500 admissions par année, ce qui est représentatif d'environ 22 des autres unités néonatales au Canada, qui sont ce qu'on appelle des méga-unités maintenant. La taille d'échantillon estimée, c'était sur une période de 2 ans, donc on estimait avoir besoin de 2000 patients pour pouvoir démontrer une différence selon le taux d'occupation, les ratios patients infirmières.
Les critères d'inclusion pour les nouveau-nés étaient tous les nouveau-nés admis aux soins intensifs du CHU de Québec, qui étaient admis entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2013, et qui étaient admis plus de 2 jours. La raison plus de 2 jours, c'est parce que pour parler d'infection nosocomiale, il faut être dans une unité plus que 2 jours. Parce que sinon, on parle d'une infection acquise congénitale, donc via la mère. En termes de définition, puis c'est là que ça devient important, les heures totales infirmières travaillées par jour, c'était les heures qui étaient travaillées par les infirmières de chevet. Donc, on exclut toutes les infirmières administratives, les assistantes infirmières qui ont des travails de bureau, qui n'étaient pas exactement ce qu'on cherchait à isoler comme variable. Donc, qui étaient les heures travaillées entre minuit et 23h59 de chaque jour. Les heures supplémentaires infirmières sont définies en fait par la loi, selon l'entente avec la Fédération interprofessionnelle de la santé, comme toute heure travaillée au-delà de l'horaire prévu. Donc, soit une infirmière qui est supposée faire de 8 à 4, mais qui reste 2 heures supplémentaires ou 4 heures supplémentaires, ou qui arrive plus tôt pour faire son quart de travail, c'est considéré du temps supplémentaire. Ou les heures travaillées au-delà de 37,5 heures semaine sont considérées comme des heures supplémentaires selon la loi au Québec. Et c'est relativement similaire aux autres définitions canadiennes. Le nombre d'heures infirmières recommandées par jour a été estimé à partir de catégories de patients. Donc, au Québec, dans les unités de soins intensifs néonataux, 2 à 3 fois par jour, les patients sont catégorisés de A, B, C, D, qui représente en anglais un dependency score ou une catégorie de dépendance, donc de besoin. Donc, chacun de ces catégories-là a un ratio infirmière-patient recommandé ou un nombre d'heures infirmières recommandées pour une période de 8 heures. Donc, à partir de là, on peut estimer le nombre d'heures infirmières que le patient a besoin par jour. Donc, ça a été traduit en 3 variables indépendantes pour le besoin de notre étude. La première, c'était le pourcentage d'heures supplémentaires. Donc, c'était le ratio d'heures supplémentaires divisé par les heures totales travaillées par jour par les infirmières. La deuxième variable indépendante qu'on a regardée, c'était le ratio d'infirmières disponibles, donc le nombre d'heures travaillées réellement par les infirmières, divisé par le nombre d'heures qui étaient recommandées selon les catégories d'acuité. La troisième, c'était le taux d'occupation, donc le pourcentage d'occupation, qui est en pourcentage de lits occupés, incluant tous les patients de l'unité, à minuit le soir à chaque jour. En termes de variables dépendantes, en fait, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les infections nosocomiales pour ce projet-là. Donc ça, c'est défini en fait par la santé publique comme la présence d'un germe pathogénique dans le sang ou le liquide céphalorachidien chez un nouveau-né admis de plus de 2 jours dans une unité de soins. Ça l'exclut les infections urinaires, ça l'exclut un autre type d'infection qui sont les pneumonies acquises sous ventilateur. Par contre, pour les besoins de la néonate, c'est l'infection la plus fréquente et avec laquelle il y a le plus de complications à long terme. Et quand je parlais de 5 % d'incidence, c'est exactement ce type d'infection-là. La déviation des recommandations de santé publique, c'était que pour les infections staphylocoque coagulase négatif, qui est considéré un contaminant dans la population adulte, mais qui en néonatologie représente plus de 80 % des infections au Canada, chez les nouveau-nés qu'on considère immunosupprimés et vulnérables, on a rajouté 2 autres critères qui étaient soit avoir 2 hémocultures, donc 2 cultures positives à des moments séparés, ou un marqueur inflammatoire qui est la protéine C. Puis cette définition-là est similaire à ce que le Center for Disease Control, donc le CDC américain, recommande pour les unités de soins intensifs néonataux. Pour la collecte de données, on a fusionné l'information provenant de 3 bases de données. La première, c'était les caractéristiques des patients, donc la base de données MEDECO, qui est une base de données clinico-administrative hospitalière qui contient plusieurs informations sur les patients. Puis quand cette base de données-là manquait d'informations, on a révisé manuellement les dossiers. Pour ce qui était des infections nosocomiales, on a utilisé la base de données de prévention-contrôle des infections et on a révisé chacun des dossiers pour s'assurer que ça rencontrait nos critères de définition d'infection nosocomiale. Pour ce qui était des données administratives, on a utilisé le logiciel de gestion qui s'appelle Logibec, qui contient toutes les informations sur les heures de travail par corps de travail infirmière. En termes d'analyse, le défi qu'on avait et qu'on a en temps réel, c'est de définir c'est quoi la période où est-ce qu'il y a un risque d'avoir plus d'infection. Donc, on sait que l'infection, c'est journée 1, mais les symptômes ou les bris de procédure, selon la littérature, suggèrent que c'est probablement dans les 1 à 3 jours avant les journées que le patient développe les symptômes. Donc, la période d'incubation, par exemple, le moment où est-ce qu'une voie centrale a été mal nettoyée ou une procédure de désinfection a été moins bien faite. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est basé sur la littérature, on s'est basé sur les 1 à 3 jours qui précédaient l'infection pour se dire que ça, c'était la période à risque qu'on voulait voir. On a utilisé des modèles de régression logistique justement pour évaluer l'association entre les 3 variables indépendantes et le risque d'infection sur l'unité 1 à 3 jours plus tard. Puis là, on a ajusté pour les facteurs de risque de l'unité ou les facteurs de risque des patients, qui sont les nombres de patients avec des voies centrales, le nombre d'admissions par jour, on voulait voir ça pouvait influencer. Et on a aussi ajusté pour les catégories d'acuité de patients, donc le degré d'acuité ou le degré de risque de chaque patient individuel. Pour les analyses, on a utilisé le logiciel R, la version 3.3.2. Donc, en termes de résultats,
Donc ici, vous avez les caractéristiques des patients. Donc sur la première colonne, vous avez la variable. La deuxième colonne, vous avez la valeur avec leur écart type. Donc pour ce qui est du nombre de nouveau-nés, on a eu 2236 nouveau-nés admis. L'âge gestationnel moyen de l'unité néonatale était de 35 semaines, plus ou moins 3,8 semaines de gestation. Le poids de naissance moyen était 2,6 kg. Il y avait un petit peu plus de garçons dans notre cohorte, ce qui est relativement similaire au reste du Canada. Le nombre de grossesses multiples, c'était 16 Le NIRU moyen, c'est un score d'utilisation de ressources qui reflète les besoins hospitaliers totaux, qui était quand même plus élevé que ce qu'on voit dans la moyenne des autres populations pédiatriques, mais ce qui est représentatif des soins néonataux. La durée d'hospitalisation, vous voyez que c'est beaucoup plus long que les unités de court séjour, donc on parle en moyenne 20 jours, plus ou moins 31, donc un gros écart type. Et le pourcentage de décès était de 1,8 Puis on a eu 122 patients qui ont eu une infection nosocomiale avec exactement 5 de la population, ce qui est très proche de la moyenne canadienne. Donc, dans le tableau ici, ce qu'on voit, c'est les caractéristiques des patients qui n'ont pas subi d'infection nosocomiale comparé à ceux qui en ont subi au moins une. Donc, dans la première colonne, vous avez les variables. La deuxième colonne, vous avez les caractéristiques des 2114 patients qui n'ont pas subi d'infection, comparé aux 122 qui en ont subi au moins une, avec à l'extrême droite la valeur P pour l'évaluation s'il y avait une différence statistiquement significative. Là, on voit des différences importantes et qui étaient attendues. C'était que les nouveau-nés qui sont beaucoup plus prématurés, donc en moyenne à 29 semaines, étaient beaucoup plus à risque d'avoir une infection nosocomiale. Les bébés avec des plus petits poids de naissance étaient plus à risque. Pas de différence au niveau du sexe. Il y avait une différence importante au niveau des grossesses multiples, mais qui était attribuée à la prématurité, parce que chez les prématurés, il y en a plus que 70 qui vont être accouchés par césarienne. Le NIRU moyen, donc le niveau de ressources utilisées, était nettement plus élevé dans ces clientèles-là. Puis on voit aussi une différence importante dans la durée de séjour. Donc les bébés qui n'ont pas subi d'infection nosocomiale, 9 jours en moyenne, comparé à 67 jours d'hospitalisation en moyenne chez ceux qui en subissent. Et le risque de décès était aussi 3 fois plus élevé dans cette clientèle-là. Maintenant, quand on regarde les caractéristiques de l'unité, on voit sur la première colonne les caractéristiques de l'unité. La deuxième colonne, c'était la médiane de la valeur, avec l'écart interquartile dans la troisième colonne et l'étendue des valeurs qu'on a observées. Donc, on voyait qu'il y avait en médiane 26 infirmières par quart de travail, allant en général de 19 jusqu'à 36 au maximum. Le pourcentage d'heures supplémentaires était en médiane 4,7 mais avec une énorme variabilité qui allait de 0 jusqu'à 17 des heures totales travaillées par jour en termes d'heures supplémentaires. Les ratios d'infirmières disponibles sur infirmières recommandées étaient à 0,92, ce qui est en fait un peu plus élevé que ce qu'on a vu dans les publications, par exemple au Royaume-Uni, qui eux avaient des moyennes de 0,8, mais ce qui reste, on pense, représentatif du Canada, avec une étendue encore large de 0,67 à 1,36 les besoins des patients. Le taux d'occupation médian était à 102 donc ça, c'est ce que ça reflète, c'est que l'unité, plus de 50 des jours, fonctionnait à plus de 100 de capacité. Et on voit encore une fois que l'étendue était assez vaste, de 76 jusqu'à 114 de capacité. Puis le nombre d'admissions allait de 0 à 13 par jour pendant la période étudiée. Quand on regardait la corrélation entre chacune des 3 variables indépendantes avant d'aller dans les modèles de régression logistique, il n'y avait aucune corrélation qui était forte entre les variables. Par contre, il y avait quand même une certaine corrélation entre le ratio d'infirmières disponibles sur infirmières recommandées et le pourcentage d'heures supplémentaires. Donc, ce que vous voyez sur le graphique ici, sur l'axe des X, c'est le ratio infirmières disponibles sur infirmières recommandées, et l'axe des Y, c'est le pourcentage d'heures supplémentaires. Il y avait quand même une certaine corrélation avec un coefficient de corrélation de Pearson de 0,38 avec une valeur qui était significative, qui démontrait qu'il y avait une certaine association positive entre les deux. Donc, plus on augmentait le temps supplémentaire, plus le ratio infirmière-patient était meilleur. Donc, ce que ça suggère, puis quand on a parlé aux gens sur le terrain, ils disaient, bien, quand on voit que les patients ont plus de besoins cliniques, donc que les patients sont plus malades, on s'assure par tous les moyens disponibles, incluant le temps supplémentaire, pour avoir de meilleurs ratios patients-infirmières, ce qui est représenté par cette corrélation qu'on voit. Et ça devient important dans l'explication de ce que je vous présente ici, qui est la comparaison des jours qui ne précèdent pas d'infection nosocomiale aux jours qui précèdent une infection nosocomiale de 1 à 3 jours. Donc, sur la première colonne du graphique, vous avez les caractéristiques. Ensuite de ça, vous avez les caractéristiques des jours dans la deuxième colonne qui ne précèdent pas d'infection par 1 à 3 jours, comparé aux caractéristiques qui précèdent une infection de 1 à 3 jours avant avec la valeur P. Donc, ce qu'on voit, c'est que le pourcentage d'heures supplémentaires des journées qui ne précédaient pas d'infection était de 3,7 comparé à ceux qui précédaient une infection qui était de 4,7 des heures totales. Et ça, c'était statistiquement significatif avec une valeur P de moins de 0,001. Mais quand on regarde les ratios infirmières disponibles sur infirmières recommandées, on voit que les journées qui ne précédaient pas d'infection
avaient un ratio plus bas, donc 0,91 comparé aux journées qui précédaient une infection qui était plus élevée à 0,94. Et ça, c'est des résultats qui sont non ajustés, par exemple, pour les autres variables, et on ira voir plus loin qu'est-ce que ça représente. Puis ça s'explique en partie par la corrélation que je vous ai montrée avant, que quand les heures supplémentaires augmentaient, les ratios s'amélioraient un peu. Il n'y avait pas d'association entre le taux d'occupation et le risque d'infection dans les journées suivantes. Le nombre d'admissions non plus n'était pas associé. Le nombre de patients voie centrale n'était pas associé, mais ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une association entre le nombre de patients qui étaient catégorisés comme intensifs, donc plus les patients étaient malades, plus il y avait de risque d'infection. Donc maintenant, quand on tombe dans les modèles de régression logistique, des heures supplémentaires et la probabilité d'infection dans les 1 à 3 jours suivants, on a divisé la variable en quartiles, parce que c'était non linéaire dans la régression logistique. Vous avez chacun des quartiles. On a utilisé le premier quartile comme référence. Et dans la première colonne, vous avez les caractéristiques pour les heures supplémentaires. La deuxième colonne, c'était le modèle univarié, donc non ajusté. Et dans la troisième colonne, vous avez le modèle multivarié qui est ajusté pour toutes les variables, c'est-à-dire le nombre de patients qui sont malades sur l'unité, le nombre de voies centrales, le nombre d'admissions et les deux autres variables indépendantes. Donc ça tient compte aussi de l'effet des ratios infirmières-patients et du taux d'occupation. On a testé des variables d'interaction, on a testé la collinéarité qui étaient tous négatifs. Puis ce qu'on voit, c'est quand on rentre dans le troisième quartile, donc des heures supplémentaires qui vont de 4,8 à 6,7 %, le risque d'infection augmente significativement dans les jours suivants, avec un rapport de cas de 1,74, avec un intervalle de confiance de 95 % qui va de 1,12 à 2,72. Et on voit la même tendance quand on allait au quatrième quartile de temps supplémentaire de 6,7 à 17,1. Et quand on regardait spécifiquement le ratio infirmière disponible sur infirmière recommandée, en regardant encore les quartiles avec le même type d'analyse ajustée, ce qu'on voyait, c'est que dans le modèle univarié, il y avait une association entre le fait d'avoir plus d'infirmières et augmentation du risque. Par contre, quand on ajustait pour les facteurs de risque des patients, donc le niveau d'acuité, et qu'on ajustait pour les heures supplémentaires, cette association n'était plus présente. Et quand on a regardé aussi l'effet du taux d'occupation et la probabilité d'infection dans les 3 jours suivants, il n'y avait pas d'association significative entre le taux d'occupation et le risque d'infection nosocomiale sur l'unité. Puis une question secondaire que les gens peuvent se demander, c'est lequel des 3 jours contribue le plus à l'infection? Bien, on a regardé l'effet de chacun des 3 jours individuellement. Puis ce qu'on observe ici, en fait, ce que j'ai mis vous avez les caractéristiques des jours qui ne précèdent pas l'infection dans la deuxième colonne, et vous avez le premier jour dans la troisième, deuxième et troisième. Puis ce qu'on voit pour les heures supplémentaires, les 3 jours semblent contribuer également. Et il y avait aussi une association pour le ratio infirmière disponible et infirmière recommandée qui était significative, mais dès qu'on faisait des modèles d'ajustement, ça ne tenait plus la route. Donc c'était vraiment les heures supplémentaires et les 3 jours agissaient comme une espèce de condensation de facteurs de risque pour une infection nosocomiale dans les jours suivants. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'un ratio d'heures supplémentaires qui dépassait les 4,8 % était associé avec une augmentation du risque d'infection nosocomiale. Et ça, c'est cohérent avec toute la littérature qui démontre que lorsqu'on augmente les heures supplémentaires, la performance au travail des travailleurs et travailleuses sont moins bonnes, donc particulièrement au niveau des mesures de prévention des infections comme le lavage des mains, l'entretien des voies centrales. Il n'y avait pas d'association entre le ratio infirmière disponible sur infirmière recommandée. Ça suggère que pendant la période d'étude, que les ratios observés étaient adéquats. Et l'absence d'association entre le taux d'occupation et le risque d'infection nosocomiale suggère aussi que l'organisation, l'unité, s'est adaptée à un taux d'occupation moyen de 100 %. Donc, il y a plusieurs forces et limites dans ce type d'étude-là. Premièrement, c'était la première étude canadienne sur cette question-là. Deuxièmement, on a démontré que les bases de données actuelles sont utilisables pour faire de l'évaluation de la qualité des soins en termes d'organisation. Par contre, on parle d'une étude qui était dans un seul centre hospitalier. On n'a pas pu collecter de données sur des processus de soins, donc pouvoir faire ce lien-là entre structure, processus et résultats. Puis on n'a pas pu faire de distinction entre le type d'heures supplémentaires, donc ce que les gens appellent les heures supplémentaires obligatoires versus volontaires. Par contre, la littérature sur ces deux questions-là démontre que autant les heures supplémentaires volontaires que mandatoires sont néfastes pour les patients. C'est quoi les implications pour la gestion de ce projet-là? D'abord, ça a des impacts des modèles organisationnels sur les issues. Donc, on démontre que l'organisation des soins peut avoir un effet sur la qualité. On démontre l'importance d'identifier les stratégies pour réduire les heures supplémentaires infirmières. Puis, suite à ça, dans la période suivante, il y a eu plusieurs stratégies comme la conversion d'heures supplémentaires en poste temps plein qui ont été mises en place pour réduire l'ETS. L'importance de produire des données probantes pour guider les gestionnaires à prendre des décisions basées sur la science. Puis en fait, suite à ces travaux-là, on a aussi un groupe de travail national au Québec qui vient d'être formé pour réévaluer les ratios infirmières-patients suite à d'autres travaux qu'on a fait en lien avec ce projet-ci. Pour la recherche, en fait, ça a servi de prétexte pour justifier l'étude multicentrique québécoise sur cette question-là.
Ça nous a fait aussi poser beaucoup de questions sur c'est quoi les impacts sur les autres issues des patients, comme par exemple la mortalité ou d'autres morbidités qui sont acquises hospitalières. Puis est-ce que si les infirmières sont importantes, puis je pense que la conclusion de ce travail-là, c'est pas de dire que c'est la faute des infirmières, mais plus de dire que c'est probablement le groupe de travailleurs qui a le plus d'influence sur les issues des patients. Mais est-ce qu'il y a d'autres groupes de travailleurs qui peuvent avoir un impact sur les issues des patients? Puis ça a mené à quelques autres publications sur ce sujet-là qu'on a fait avec notre groupe de recherche. Donc, en conclusion, les heures supplémentaires sont associées avec le risque d'infection nosocomiale sur l'unité. Les rations infirmières disponibles sur infirmières recommandées et le taux d'occupation n'étaient pas associés avec le risque d'infection dans notre travail. Un énorme merci de votre attention aujourd'hui.